La virgule fait le point sur la finale de la Coupe du Monde des clubs et la victoire de Chelsea face au PSG. Alors comment le grand PSG est tombé? Parce que oui, aujourd'hui, battre le Paris Saint-Germain, ça relève de l'exploit. Tu regardes un petit peu ce que titrent les médias anglais, surtout le Paris Saint-Germain, qui a terrorisé toute l'Angleterre, Aston Villa, Arsenal, Manchester City et bien sûr Liverpool. Voir Chelsea couronné dans cette Coupe du Monde des clubs, battre l'ogre Paris Saint-Germain, c'est devenu un exploit. On va s'intéresser un petit peu à ce match-là. Bon, évidemment, en tant que supporter déçu du résultat et déçu de devoir analyser une défaite sèche 3-0, ça fait un petit peu mal. Mais bon, écoutez, je crois qu'il faut quand même prendre le recul, on va le prendre, on va analyser en tout cas comment Maresca, parce que pour moi c'est lui le facteur X de cette rencontre, comment est-ce que le manager italien a su déjouer le Paris Saint-Germain, a su mettre en évidence les failles, parce que oui, ce Paris Saint-Germain a des failles comme toutes les plus grandes équipes d'Europe, et ça a commencé par la composition. Reece James aligné au milieu de terrain, c'est déjà rare de le voir sur un terrain, c'est encore plus rare de le voir au milieu de terrain. Force est de constater qu'avec Caicedo, qui pour moi était un des meilleurs joueurs de Chelsea sur cette soirée, évidemment avec Cole Palmer, ça a fait le boulot. Ça a fait le boulot dans la création d'espace, dans l'agressivité. Je crois que c'est vraiment le maître mot du plan de Maresca face au Paris Saint-Germain. On va mettre de l'agressivité sur le porteur du ballon et sur les possibles failles, les possibles joueurs qui pourraient se démarquer, parce qu'on le sait, le PSG a cette tendance à permuter constamment. Dès qu'il y a un espace, que ce soit Hakimi, Kvaratskhelia ou n'importe qui, dès qu'il y a un espace, on va bouger, on va essayer de perturber la défense. On l'a vu face au Real Madrid où ils étaient apathiques au plan de jeu mis par Luis Enrique, complètement dézingués par ce qui se passait, perdus à l'agonie. C'était absolument pas le cas de Chelsea et c'était pas le cas de cette composition. C'est surtout João Pedro que j'ai envie de mettre en évidence dans ce 11. Arrivé il y a 3-4 matchs en provenance de Brighton, il fait une super saison. Quand on l'a vu, je crois qu'on était tous d'accord, on s'est dit ok, encore un très bon joueur de première ligue qui va aller mourir à Chelsea, qui va prendre ses 15 millions par an sur les 8 prochaines années à Londres. Écoutez, en tout cas, force est de constater que pour le moment, ça marche très bien. Et surtout, il n'a pour le moment pas de temps d'adaptation. On va le voir notamment sur la toute première action de Chelsea, où il combine superbement bien avec Cole Palmer. T'as l'impression que les mecs, ça fait 10 ans qu'ils jouent ensemble. T'as l'impression de voir des Kun Agüero avec Kevin De Bruyne. Non, c'est João Pedro qui arrive pour 70, il me semble, 80 millions, qui fait quelque chose de super pour ses débuts, et je crois que ça peut vraiment être le joueur qui va faire basculer Chelsea au cap supérieur, parce que bon, Jackson c'est bien, Delap il a fait une superbe entrée, il a encore beaucoup de choses à prouver parce qu'Ipswich, bon voilà, il a fait de bonnes choses mais dans le bas du classement. Là, João Pedro, il peut t'amener tout de suite vers les sommets, si en plus derrière tu l'accompagnes de joueurs comme Pedro Neto qui sont capables de se mettre au service du collectif, c'est-à-dire moins se mettre en avant offensivement, mais pour donner beaucoup plus défensivement. C'est exactement ce qu'il a fait ce soir. Et ça peut rendre quelque chose de super. C'est évidemment à mettre au crédit d'Enzo Maresca d'avoir réussi à modeler, au moins ce soir, au moins pour cette Coupe du Monde des clubs, un 11 qui est sexy, qui a du panache et surtout qui est ultra cohérent. Ce qui m'a choqué dans cette analyse, en fait, c'est que pour battre le PSG, si tu veux les battre, si tu veux les détruire comme ils font de chaque équipe d'Europe, il faut que tu joues comme eux, il faut que tu sois l'arroseur arrosé, il faut que tu les tues à leur propre piège. Le Paris Saint-Germain, c'est des fondements classiques, le pressing, le contre-pressing, la permutation constante comme je vous l'expliquais, et la création d'espace. C'est exactement ce que va faire le Chelsea de Maresca en ce début de match. Ils font un super début de match, ils sont impliqués. Honnêtement, c'est un excellent début de match que j'avais vu venir. On parle d'une équipe qui, certes, prend la Conference League, mais fait pas non plus une saison all-time, quand tu connais en plus la grandeur des Blues. Ils ont encore beaucoup à prouver. Ils sont sortis Palmeiras, ils ont sorti Fluminense. De l'autre côté, tu as la meilleure équipe d'Europe qui vient d'envoyer un 5-0 face à l'Inter, qui a battu tous les cadors de ton pays, qui vient de battre le Real de 4-0, pardon, qui vient de battre le Bayern 2-0 cette fois. Ils ont rien à perdre sur le papier. Jouer contre le PSG, ils y vont franchement, moi je pense sans ego, mais ils se disent ok, on va faire ce qu'on peut. Alors évidemment c'est des stars, hein, c'est des super joueurs, c'est pas un rapport de force 90-10, mais ils ont clairement conscience d'être moins bons que leur adversaire. Ton contre ils vont miser sur une chose, le panache, la débourse d'énergie, la volonté de faire plus que ton adversaire. Là t'as pas besoin d'être plus talentueux que ton adversaire pour montrer que tu peux faire plus. Le pressing et tous ces rouages, c'est de la volonté. Je pense pas qu'il y ait de joueurs vraiment mauvais
dans les top 5 des championnats européens au moment de presser. Tu peux pas être mauvais au pressing, c'est juste une volonté. Si Mbappé demain il se met à presser, mais ça va être un excellent contre-presseur, c'est juste une volonté, une application des consignes de ton coach, et c'est exactement ce qu'ils vont faire. Je parle beaucoup pour peu d'images, on va tout de suite rentrer dans cette analyse. La volonté, elle est de créer de l'espace, notamment au milieu de terrain, et avant de venir à l'action de Palmer, c'est créer de l'espace pour Caicedo, qu'on voit juste ici, qui est au marquage de Vitinha. C'est plutôt l'inverse, c'est plutôt Vitinha qui est au marquage de Caicedo, parce que la balle, elle est pour les Recall Wheel, elle est en bas, on pose le jeu, et on vient de sortir de cette minute très intense, où le pressing offensif de Chelsea est imperturbable, ils font des trucs de dingue. Au début, je me suis dit, wow, ok, ils sont très bien rentrés dans leur match. Je me suis dit, classique Paris Saint-Germain, on va prendre la mesure de l'événement et on va voir un petit peu comment les choses se passent avant de mettre en place le rouleau compresseur. C'est ce que Paris va faire partiellement avant de se faire éteindre. Regardez bien un petit peu cette dualité entre le Portugais et l'Équatorien. Levi Colwill a parfaitement de quoi, a le bagage technique pour libérer pied droit, libérer pied gauche. Hop, Vitinha est absorbé par la lenteur en fait des passes, mais c'est le piège, hop, pour tout de suite venir servir Caicedo, et donc là t'élimines tout de suite en une seule passe les 4 premiers presseurs du Paris Saint-Germain, et donc tout de suite t'as une passe très sympa pour Pedro Neto à faire. Cette action en plus, un petit peu plus tard, va mener à ce qui aurait dû être un but. Alors à voir, est-ce que João Pedro était hors jeu? On n'a pas besoin de le checker du coup vu qu'elle n'est pas rentrée, mais ça aurait été vraiment intéressant à regarder. Quand je vous dis que le Chelsea va jouer comme le Paris Saint-Germain, le PSG est excellent techniquement et on le voit dans les petits espaces. Désiré Doué, Vitinha, Kvaratskhelia, Dembélé bien sûr, tous ces mecs-là, ils sont capables de se connecter avec leurs partenaires dans des espaces petits comme ça. Ils ont besoin de rien pour se donner le ballon. Pour Hakimi, bien sûr, qui est un des forgerons de cette équipe, qui est capable de te servir des ballons délicieux dans des espaces ridicules. Et c'est exactement ce que va faire Chelsea dans ce début de match. Regardez un petit peu le nombre de Parisiens qu'il y a autour d'Enzo Fernandez. J'ai l'impression que c'est lui qui vient de recevoir un ballon du Portugais, de Pedro Neto. Et là, ils sont combien? 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont 5, allez, sur 3-4 mètres carrés autour du porteur de balle. Pas de souci, on a compris qu'il faut simplement être plus rapide et plus fin techniquement que ton adversaire pour t'offrir ce genre de situation. La balle est donnée à João Pedro qui, je vous en parlais tout à l'heure, a pas besoin de jouer 10 ans avec Cole Palmer pour sentir qu'il est dans le dos. Envoyer une superbe talonnade. Là, normalement, tu te dis, ok, Cole Palmer, pied gauche, entrée de surface. Le ballon arrive tout gentiment. C'est les ballons les plus sympas à brosser, à frapper. Et elle vient mourir à quelques centimètres de la barre. Grosse première alerte. S'il y a quelqu'un incriminé, bon, c'est toujours facile de le faire après. Je crois qu'on peut juste dire la louage un petit peu NBA, good defense, better offense, autrement dit, bonne défense, simplement meilleure attaque. Oui, tu peux demander à Fabian Ruiz de peut-être venir aider un peu plus. Je pense pas qu'il avait anticipé ce mouvement-là de la part de Neto, de Pedro, pardon. Il voyait déjà une action de frappe et après le 1v1 avec notre gardien italien. Moi, je pense que c'est simplement bien joué, ça va trop vite. Et ce Paris Saint-Germain-là, on va le voir au fur et à mesure du match. Bon, il commence à fatiguer. Tu sens que c'est pas le PSG qui a affronté Liverpool, Aston Villa, les Cadors. Tu sens que voilà, ils sont plus empruntés. La pression mentale surtout et physique, elle est dingue depuis début 2025. Rappelez-vous, on était aux portes de l'élimination de cette phase de poule, un petit peu version nouvelle génération de la Ligue des Champions. On était pression maximale depuis Stuttgart, un petit peu ces matchs-là. On a appuyé sur l'accélérateur et on ne s'est pas arrêté. Manchester City en point de départ jusqu'à l'Inter Milan. Tu pensais que c'était fini? Non. Derrière, tu dois te coltiner cette Coupe du Monde des clubs aux États-Unis. Chaque trajet, c'est 10 heures d'avion. Dans des températures, il fait 40. Tu dois faire des pauses fraîcheur. Je crois que ça faisait beaucoup pour les Parisiens. Oui, c'est pareil pour Chelsea. Ils ont joué quasiment autant de matchs que le PSG parce qu'ils sont allés en finale de conférence League. Mais c'est pas la même intensité, c'est pas la même pression. Et c'est surtout le PSG est devenu la bête noire de tous les plus grands clubs d'Europe et surtout l'équipe à abattre. Et ça, ils l'ont parfaitement compris. C'est pour ça que dans les premières minutes, Chelsea est ultra agressif et est en train de bouffer le Paris Saint-Germain. Ça meurt à quelques centimètres de la barre de Donnarumma et heureusement.
15e minute, le quart d'heure dur est passé. On en a pris l'habitude face au club anglais, Liverpool, Aston Villa. Au match retour, ils ont imprimé un sacré tempo, même au match aller. Rappelez-vous, ils avaient mené grâce à Morgan Rogers. Mais bon, tu te dis, ok, le premier quart d'heure est passé, on n'a pas encaissé. Bon, bah normal, la machine Paris Saint-Germain va se mettre en route et ne va faire qu'une bouchée des Blues. Bah, c'est aussi ce que tu te dis. Et en plus, ils sont tout de suite dans des situations qu'ils adorent, qui raffolent. Dembélé qui peut tout de suite servir dans le dos de Malo Gusto qui est en retard. C'est soit tu fais le choix de venir sur Ousmane Dembélé, soit tu abandonnes ça pour lui laisser de l'espace et espérer que ton milieu va le gêner. Mais dans ce cas-là, tu peux pas laisser Fabian Ruiz comme ça. Tu dois faire le choix. La remise est parfaite et Fabian Ruiz, le ballon est parfait, il est parfaitement dans la course de Fabian Ruiz qu'on sait pas très rapide. Et là c'est une situation qu'on a vue des dizaines et des dizaines de fois cette saison, notamment en Ligue des Champions. C'était souvent entre Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. Combien de fois est-ce qu'on a vu ces longs ballons en transition qui devaient aller mourir dans les pieds de Dembélé là pour que ça vienne mourir dans la surface. On va encore le voir ce soir. La seule différence, c'est que voilà, comme disait Unai Emery, un jour ce sera en faveur du PSG. Ça l'a été toute la saison. Ce soir-là, c'était pas en faveur du PSG. Les petits choix qu'il fallait faire n'ont pas été les bons. Évidemment, là, c'est facile de tirer sur Désiré Doué qui va choisir, si vous n'avez pas vu le match ou vous vous en rappelez plus, de la donner à Achraf Hakimi. C'est encore une fois ça quelque chose qu'on a vu des dizaines de fois, notamment en finale de Ligue des Champions. Le premier but d'Achraf Hakimi, c'est le même. Il est peut-être de l'autre côté, mais c'est Désiré Doué qui peut allumer, qui décide de la glisser pour son latéral marocain toujours bien placé. Là, je pense qu'il se voit contre l'Inter Milan, il se voit à Munich, il se dit allez, je tente la même chose. Ce qu'il voit pas, c'est que Cucurella la joue parfaitement. Il a bien conscience qu'il pourra rien faire si Doué décide de frapper, donc ce sera à Robert Sanchez de faire quelque chose. Par contre, il se dit, ok, si il y a 10% de chance qu'il la donne à Hakimi, je peux peut-être me mettre dans la ligne de passe, et c'est ce qu'il va faire. Alors, est-ce que Doué peut faire mieux ou doit choisir autrement? Sans doute, parce que là c'est devenu trop facile pour Cucurella. Je vous ai mis sous cet angle. Sous cet angle, ça fait un peu plus mal, parce que il a pas le pied est armé, hein. Tu sais là qui va la donner. Désiré Doué a pris sa décision là. Tu vois l'appui du pied gauche, il te coupe la course et tu comprends donc qu'il va miser sur Hakimi. Et Cucurella, c'est ce qu'il fait. En plus, tu te dis, tu arrives au 5,50 m, plat du pied. Là, normalement, Doué, ça rigole pas. Doué qui en plus a une grosse patate. Tu peux l'envoyer à côté du petit filet gauche. Tu peux allumer au-dessus de Robert Sanchez. Tu peux simplement envoyer un pétard, même sur lui. Normalement, ça va tellement vite que ça rentre. Il fait pas ce choix-là. Cucurella la joue parfaitement. Là, tu te dis, ok, bon, pas de souci. C'est le temps que le PSG se mette en place. On l'a vu de temps en temps cette saison. On est à la 17e. Le rouleau compresseur va se mettre en place. Par contre, il y a un choix qu'on a rarement vu cette saison face aux oppositions du Paris Saint-Germain là. C'est comment est-ce que tu t'occupes du facteur X en position offensive du Paris Saint-Germain là. J'ai nommé Achraf Hakimi. C'est peut-être l'une des seules équipes d'Europe avec peut-être Dumfries et l'Inter Milan qui peut se permettre de compter 4-5 attaquants au moment de se projeter. Parce qu'Achraf Hakimi, on l'a vu juste ici, il est en position d'attaquant plus. Il est toujours bien placé, donc que va faire Chelsea? Que va mettre en place Maresca? Pedro Neto, on va peut-être pas te voir beaucoup devant. Par contre, tu ne vas pas lâcher Achraf Hakimi. Il est d'ailier gauche. Il va pas attendre ici, comme aurait pu le faire Vinicius ou Mbappé, pour être faussement dans un pressing et préparer, si le ballon est récupéré, une contre-attaque tout de suite. Non, il sacrifie le côté gauche pour une contre-attaque au profit d'une défense plus importante sur Achraf Hakimi. C'était clairement la solution. Achraf Hakimi, on l'a pas tant vu offensivement, alors que c'est le mec qui te fait passer des caps, c'est le mec qui te fait passer qui te fait la passe en plus, qui te fait la passe intéressante, qui vient de couper une ligne, qui vient être placé là où il y avait qu'un seul défenseur pour t'amener le surnombre. C'est là où il est fort, et c'est là où Pedro Neto, on va pas le voir du match, honnêtement, il a été très discret parce qu'il a fait son boulot défensif. Ce qu'est capable de faire Richard Kvaratskhelia, on l'a vu faire notamment sur Kylian Mbappé 2 jours avant ce match-là. Et c'est là où ils vont être bons. On ne va jamais laisser Achraf Hakimi seul. Soit il va y avoir une prise à deux avec Cucurella quand Doué ne sera pas dans cette zone-là, soit Pedro Neto va lui faire un marquage à la culotte. Et c'est à mettre au crédit de Chelsea parce que c'est comme ça qu'ils vont réussir à faire mal au PSG.
Là, on est dans une situation parfaite pour le PSG. T'as passé ton petit quart d'heure dur où t'as pris toutes les rafales d'une équipe motivée à te faire tomber. T'as eu ta première action un petit peu chaude avec Doué Hakimi. Tente dans ton match gentiment. T'as Dembélé qui est ton meilleur joueur face au jeu. J'allais dire ballon main, non, ballon au pied qui en plus a de l'espace et vient délivrer un super ballon pour Désiré Doué qui s'est montré à son avantage en ce début de première mi-temps, qui malheureusement va pas finir. Encore une fois, hein, regardez Pedro Neto, là il se dit, bon bah je m'occupe d'Hakimi, hop, ça sert plus à rien. Là le choix est fait, Hakimi il est dans les choux, qu'est-ce qu'il fait? Regardez-le, hop, il vient offrir une solution à Cucurella, il dit à Cucurella, c'est bon, je m'occupe du côté droit, occupe-toi de Désiré Doué, s'il vient manger l'intérieur du terrain, c'est ce qu'il va faire. Mais le repli est très bon, il vient fermer une solution à Désiré Doué, qui est donc obligé de jouer pied gauche, vite en plus, parce que Cucurella revient, c'est ce qui fait que la frappe est un petit peu trop axiale. La frappe de Doué est très belle, il en a déjà mis cette saison des comme ça, elle est un peu trop axiale pour embêter Sanchez, qui fait d'ailleurs un super match. Quand je vous dis que le Chelsea a compris comment battre ce Paris Saint-Germain-là, en tout cas ce PSG-là, c'est-à-dire après 65 matchs, le cardio bien entamé, ils ont su en tout cas trouver la tendance pour faire mal à ce PSG-là, parce que n'importe quelle autre équipe d'Europe aurait pu tomber face à ce PSG-là. Même plus fatigué, plus éreinté, ils auraient pu battre beaucoup d'équipes. Par contre, ce PSG-là, le PSG de Luis Enrique, qu'on sait ultra presseur, notamment à l'image d'Ousmane Dembélé, combien de fois est-ce qu'on l'a vu prêt à bondir sur le gardien, prêt à bondir sur les défenseurs centraux? Il y a une nouvelle indication à prendre, c'est Robert Sanchez, sa qualité numéro 1, elle est au pied. C'est un petit peu le même profil que David Raya, peut-être un peu moins bon sur sa ligne. En tout cas, ce soir-là, c'était pas son défaut, hein. Sur sa ligne, il a été excellent, mais il a une capacité à dégager vite et bien qui est assez dingue. Regardez le pressing qu'on connaît par cœur de Dembélé, il va venir en l'espace d'une seconde, hop, sauter sur Robert Sanchez. Regardez là, hein, il arme le pied, Dembélé est quasiment là. Donc tu te dis, bon, ok, il va balancer le ballon, comme a pu le faire Sommer, comme a pu le faire Courtois. Tu te dis, ok, allez hop, advienne que pourra, je le balance. Il est parfait ce ballon. Il est parfait. Nuno Mendes, regardez, hein, c'est trop tard. C'est trop tard. Le screen d'après, il est dingue. C'est trop tard pour Nuno Mendes qui, dans cette situation-là, soit il réussit à se retourner et à envoyer un ballon grâce à la tête en touche ou dans cette zone-là à mettre le ballon en retrait, soit c'est trop tard et Gusto a parfaitement compris que Mendes était en retard. Ça va lui rebondir sur la tête parce qu'il est pris dans sa course, c'est trop tard pour lui et ça va tout de suite emmener Gusto dans une situation préférentielle. L'image elle est dingue. Là il est vers son dieu, j'étais à rien de mettre une croix ici. Il est cuit en tout cas. Bon, même s'il va se relever et il va essayer de revenir, tu comprends bien que c'est trop tard. Pas de réussite pour le PSG. Après un petit geste technique, Gusto va frapper, bien stoppé par Beraldo, ça va lui revenir dessus, compte favorable. Et évidemment, il va miser sur le bon Cole Palmer qui est arrivé et qui va faire qu'une bouchée de ce raffut de défenseurs trop loin. Ça allait trop vite et il y avait beaucoup trop d'espace. Là, c'est Fernandez qui est hors jeu, mais là c'est trop tard. Sur ton pied gauche, Marquinhos en plus, on le voit au ralenti, est pas loin de la contrer, mais c'est trop tard. Elle vient mourir pas rapide, pas avec beaucoup de vitesse, mais sur le poteau droit de Donnarumma, c'est trop tard, ça fait 1-0. Cole Palmer, Pedro, la doublette qui marche bien, il a le temps de climatiser le MetLife Stadium, je crois que c'était le nom de ce stade à New York. Et c'est mérité parce que Chelsea fait une superbe entame et c'est à mettre à leur crédit. Je vous mets ce screen là pour vous rendre compte, pour que vous puissiez vous rendre compte de comment est-ce que Chelsea a joué un anti PSG. Parce que ce qui s'est passé face au Real Madrid, je vous montre le screen, on a Vini qui est out qui marche, on a Gonzalo Garcia qui est out qui marche. On a Mbappé qui est ici qu'on voit même pas. Eux ils se sont dit non, nous on va pas jouer comme ça. On va jouer plus bas, on va plus courir, on va faire davantage d'efforts pour au moins offrir le moins de solutions possibles aux porteurs de balles. Là, dans ce cas-là, si Dembélé est face au Real Madrid, tu auras forcément un de ces joueurs-là autour dans le périmètre qui va être seul.
Il est obligé, là, il n'a pas de solution. Il n'a pas de solution. Soit il peut tenter une course là, et forcément Caicedo va venir au soutien, soit il peut tenter ce qu'il va vouloir faire, c'est-à-dire une passe avec un poil d'effet qui doit arriver dans les pieds normalement de João Neves. Elle est là, cette passe. Sauf que on dirait que c'est Colwill qui est bien haut, mais oui, ça m'a l'air d'être lui. Elle est très osée, cette passe, parce que si elle est ratée, et malheureusement elle va l'être, tu mets dans la panade tout ton secteur défensif. Parce que c'est Vitinha qui est bas et qui est clairement pas un défenseur élite. Fabian Ruiz, c'est pareil, c'est deux joueurs assez lents. Et ton latéral qui débourse son énergie pour revenir sur les meilleurs ailiers droits de la planète, il est là. C'est quasiment le Parisien le plus haut sur la pelouse. Donc si tu perds ton ballon et que tu les mets dans une position favorable pour partir en contre-attaque, t'es dans la merde. Et c'est ce qui va se passer. Colwill va intercepter ce ballon. Mendes est out, mais là c'est même indépendant de sa volonté. Dembélé peut pas perdre ce ballon, hein. C'est interdit. Ce que je préférais, tu reviens, tu attires João Pedro et tu la lâches à Vitinha qui derrière peut aller travailler un ballon sur Hakimi. C'est évidemment facile de le dire une fois qu'il y a eu but. Ça peut être un ballon anodin que tu perds, mais il t'offre une superbe contre-attaque. En plus, une équipe qui en demande pas tant pour marquer. Et là, c'est simplement de l'art ce que va faire Cole Palmer. J'ai beau pas apprécier le personnage, force est de constater que là, le footballeur a tout compris. Il va utiliser son corps, pas pour jouer du ballon, mais pour feinter. Il va d'abord se servir de João Pedro pour faire mine de lui donner le ballon dans la course. Et Vitinha va être complètement pris par cette feinte. Il fait le petit mouvement qui le met hors d'état de nuire, hors d'état de défendre. T'as Fernandez ici qui peut être une solution parce que pied gauche, il est capable tout de suite avec son pied droit d'envoyer, de balancer un bon tir plat du pied. C'est pas ce qu'il va choisir. Il va simplement se servir de ses coéquipiers pour mettre à mal toute la défense du PSG. Et regardez, il n'y a plus personne. Beraldo, il est à 1m50 de lui, même plus. Mais le problème, c'est qu'il est déjà au sol. Il a même pas tiré Cole Palmer. Et là, Donnarumma, c'est trop tard, on peut rien lui reprocher. C'est beaucoup trop facile pour un gaucher d'être à l'intérieur de la surface, avec la cage grande ouverte, avec un gardien qui n'a que ses mains et Dieu pour le protéger. Et donc ça fait 2-0 à la 42e, une situation dans laquelle le Paris Saint-Germain s'est retrouvé très peu de fois. J'ai plus exactement un 2-0, c'était contre un Strasbourg ou quelque chose comme ça, c'était en tout cas contre Manchester City, donc évidemment que tu y crois encore, même si tu sens les joueurs du Paris Saint-Germain moins concernés, et c'est bien normal, et c'est ce qu'on va voir encore sur cette action-là. T'es à 2-0, t'es à la 42e, Chelsea sent que le PSG est pas dans le coup, c'est un jour sans, les mecs sont fatigués, ils ont battu tout le monde, ils ont pris tous les trophées, ça devient dur, et c'est ce que va constater Nuno Mendes. Là, tout de suite, il se plaint. Avant de parler de la suite, Nuno Mendes se plaint. Pourquoi? Parce que Kvaratskhelia, qui là est dans un mano à mano avec Malo Gusto, et même tout au long du match, perd son vis-à-vis. Chalobah trouve un point d'appui ici, qui ensuite va permettre à Gusto de se projeter. Et là, Kvaratskhelia c'est trop tard. Il est dos au joueur qui lui mange l'espace dans le dos. C'est donc trop tard, et c'est bien dommage. Parce que ça va mener encore une fois à une situation très dangereuse, et si je me trompe pas, c'est même maintenant que João Pedro va mettre le 3e. Avec cette passe et avec les petites errances défensives de nos petits chouchous, et tu perds trop de joueurs. Tu perds 1, 2, 3, ce qui fait que tu as Nuno Mendes qui a beau se plaindre, il va devoir gérer un 1 contre 3 à la limite, même si tu as Vitinha ici qui peut venir l'aider, ça va être très compliqué. Et tu te mets dans le dur, et tu l'as vu en plus, derrière, c'est plus pas chaud, c'est un petit peu moins serein, même si Beraldo fait un bon match contre le Real Madrid. Là, son positionnement, il est honteux. Là, s'il y a des écoles de défenseurs qui nous regardent, ne leur montrez surtout pas ces images. En fait, il fait le pire choix possible. Trop loin pour empêcher Palmer de faire quelque chose, trop loin de Pedro pour pouvoir le suivre, et du coup Marquinhos qui est là, ça le met dans la merde. Même Vitinha qui est là, c'est trop tard, parce que pour moi là, Beraldo, il doit accepter de laisser un peu de place à Palmer et reculer d'un cran. C'est toujours plus facile à dire après. Peut-être que Beraldo se dit pas de souci, Vitinha me couvre dans le dos. En tout cas, on va pas refaire l'histoire. Le positionnement est cata. Avec son pied gauche, après avoir mis 2 buts, Palmer envoie une superbe passe décisive. C'est trop tard. Marquinhos, il se dit bon, ouais, on sait jamais, Donnarumma peut faire quelque chose. Donc je vais couvrir la possible passe à Fernandez. Malo Gusto célèbre déjà, il avait tout vu.
et ça fait 3-0. Ça fait 3-0 avant même la mi-temps, et c'est João Pedro, on en parlait tout à l'heure, qui marque encore, et lui, si c'est pas un beau but, ça l'intéresse pas. Il est en train de faire une arrivée à Chelsea, il est arrivé, voilà, il y a eu 2 rumeurs, 2 jours après il avait signé, il est en train de faire quelque chose de fracassant, et je crois qu'il va enlever quelques nœuds dans les plans de Maresca, dans la tête de Maresca, parce que je crois que ça y est, là son 11 pour l'année prochaine, il l'a parfaitement. À voir, est-ce que Chelsea va pouvoir être un contender au titre, un contender au podium? Attention, hein, Liverpool s'est très bien renforcé, City pareil, Arsenal est en train de faire Gyökeres, Zubimendi et compagnie, ils ont fait Noni Madueke qui est parti de Chelsea, donc il y a beaucoup de chantiers en première ligue, mais ça va être très intéressant à voir. Le Paris Saint-Germain, à l'orgueil, va quand même tenter quelque chose. Tout va se jouer en première mi-temps dans ce match-là, parce qu'une fois qu'il y a eu 3-0, je pense que l'ouragan est passé. On va voir un petit peu en deuxième mi-temps, Paris est beaucoup mieux, mais Paris marque pas, donc Paris peut pas inverser la tendance. La classique, hein, puisque João Neves, qui a beau être un petit profil, un petit prototype du milieu parfait, il peut envoyer la tête au meilleur des endroits. Achraf Hakimi, souvent dans les bons coups, envoie un super ballon. Quand j'ai vu ce skin, je me suis dit, attends, qu'est-ce qu'il fait là? La Colwill va envoyer une belle semelle dans le ballon. João Neves, ça lui fait pas peur. T'inquiète pas, lui, il met la tête où certains mettent pas les doigts, et il y va, et franchement, elle est pas loin de fuser. Si il pleut et l'herbe est mouillée, le ballon après rebond fuse et rentre. Pourquoi est-ce que je vous ai mis ces points d'exclamation? Parce que Robert Sanchez fait un superbe match au pied, sur sa ligne, et même intellectuellement. Là, c'est super ce qu'il fait. Il fait, on le voit, un saut supplémentaire pour être certain de capter le ballon et pour pas simplement le repousser. Parce que là, tu le repousses, t'as Kvaratskhelia et Fabian qui vont venir te crucifier. Donc, il va faire l'effort supplémentaire pour ne pas mettre à mal sa défense et pour éviter un but. L'arrêt semble anodin, il l'est absolument pas. Venir capter ce ballon après rebond, quand t'as déjà entamé ton saut, c'est franchement très très fort et globalement, il a été très bon. Quand je vous disais que le Real Madrid a fait absolument ce qu'il fallait pas, Chelsea l'a parfaitement compris. Je peux vous dire que tous les joueurs de Chelsea, ils ont regardé le 4-0 qu'a mis le PSG au Real Madrid, ils se sont dit, ok, si on veut pas en prendre 5 ou 6, il va falloir qu'on couvre, il va falloir qu'on cavale, qu'on prenne tous les espaces et qu'on ne laisse pas de joueurs seuls. T'es en retour des vestiaires, je pense qu'Henrique a poussé sa petite gueulante, donc il va quand même y avoir une phase beaucoup mieux du côté PSG. Néanmoins, les joueurs sont vachement pris, donc les espaces que tu peux créer habituellement face à des équipes qui soit te sous-estiment, soit font pas les courses suffisantes, tu les as plus. Là, tu as Hakimi, tu veux qu'il la donne à qui là? Oui, il peut la jouer en retrait, mais du coup tu progresses pas. Il va la jouer sur le Désiré Doué qui est plus que marqué par Cucurella, mais qui est capable de haut jeu de faire quelque chose. Et encore une fois, vous l'avez vu, hein, c'est Pedro Neto. C'est pas Cucurella qui s'occupe de Hakimi. Et c'est pour ça que là, tu as une supériorité numérique. Parce que du coup, ça pourrait être l'inverse. Tu pourrais avoir Pedro Neto ici, tu pourrais avoir Cucurella ici et Colwill ici. Par contre, si tu fais ça, tu offres une solution en plus à un João Neves d'être simplement en 1 contre 1. Donc, c'est hyper intéressant de faire ça. Accepter de faire descendre un attaquant qui va peut-être moins t'apporter au moment d'exploser en contre-attaque. Par contre, il t'apporte une assise défensive qui est hyper appréciable, à mon avis, quand t'es coach, et encore plus quand t'es Enzo Maresca. Le ballon est donné à Désiré Doué, il est perdu. Là, superbe ce que fait Caicedo, qui fait un super match. Il va jouer de son corps pour simplement se mettre en opposition d'Ousmane Dembélé pour éliminer 3 joueurs avec un seul mouvement. Hyper Doué, hyper Dembélé, hyper, qui c'est qu'on a là? C'est João Neves. Derrière, il redistribue le ballon. Le Paris Saint-Germain a quand même compris qu'il va falloir donner un peu plus s'ils veulent espérer quelque chose. Donc tout de suite, le Paris fait ce qu'il sait faire de mieux. On presse, on contre-presse. Attention, le PSG est encore meilleur en contre-pressing qu'en pressing. Pour ceux qui n'ont pas la différence, le contre-pressing, c'est au moment où tu vas exercer tes courses vers l'attaquant, vers le mec qui a le ballon, juste après avoir perdu la balle. C'est pas une fois que Robert Sanchez a la balle et tu les regardes faire. Dès que tu perds la balle, tu fonces, tu cavales pour essayer tout de suite de récupérer le ballon et te remettre en position intéressante de but ou au moins d'action intéressante.
Là, Enzo Fernandez comprend qu'il est cuit. T'as un bon retour de Doué et Neves. Il râle d'ailleurs, il râle parce qu'il est en train de se dire, ok, putain, ils sont en train de faire ce qu'ils ont fait à toutes les équipes. Être ce rouleau compresseur, je l'ai beaucoup dit ça, mais je crois que vous comprenez pourquoi, qui va venir étouffer comme un boa constrictor qui va serrer chaque joueur. Bah, c'est ce qu'ils font hein, pour récupérer le ballon. On va avoir un petit numéro de soliste de Désiré Doué parce que tu as besoin de ça. Quand collectivement tu es pas, quand t'es pas dans un jour d'adresse, comme on dit au basket, quand t'es pas dans un jour d'excellence techniquement, tu te dois d'avoir au moins un ou deux joueurs qui surperforment. Ça n'a pas été le cas de Kvaratskhelia, ça n'a pas été le cas de beaucoup de nos joueurs, mais bon, Désiré Doué a montré quelques fulgurances. Il élimine, j'allais dire Enzo Maresca, Enzo Fernandez. Il vient faire un beau petit dribble sur Cucurella qui lui a fait un très bon match pour derrière t'offrir pour moi ce qui aurait pu être le tournant du match. Il l'a joué un petit peu exactement comme contre Liverpool, c'est-à-dire que la situation est très compliquée. T'as un seul joueur parisien dans la surface pour quasiment 6 défenseurs des Blues. La zone à respecter dans ce cas-là, c'est entre le gardien et le défenseur. Le mettre dans cette zone-là pour faire mal déjà au gardien pour qu'ils se disent attends je sors ou pas même si là il est bien placé, ou alors pour permettre à Dembélé de marquer. T'as encore une autre solution qu'on a vue, mettre à mal ton défenseur qui la contre, et c'est exactement ce qu'avait fait Konaté à Anfield et c'est exactement ce que va faire Levi Colwill. Le ballon est pas assez intérieur, par contre il est touché par Levi Colwill, mal touché, pas assez bien touché, et donc il arrive gentiment sur Dembélé. Bon, Dembélé doit faire mieux, c'est évidemment, comme je vous le dis, très facile de juger maintenant, il doit quand même faire mieux. Le ballon arrive vite, Dembélé s'y attend pas, il change de trajectoire au dernier moment, il a quand même un plat du pied envoyé, et en fait, oui, il touche le ballon, mais il le rate à moitié, ce qui fait que le ballon va gentiment mourir sur les gants de Robert Sanchez, qui fait une sacrée parade. Hein. Mais le ballon va pas assez vite pour vraiment espérer quelque chose. Et là, si tu veux espérer revenir, c'est là que tu dois marquer. T'es à la 51e, là tu marques, le match n'a plus rien à voir, et Paris est en train de perdre sa finale, je crois qu'ils s'en rendent tous assez compte, surtout voilà, 10 minutes plus tard, Vitinha, il voit que c'est compliqué, il voit qu'en face, bah, c'est compact, et surtout voilà, cette méthode de faire descendre un ailier pour permettre plus de rotation défensive au reste de ton équipe, ça met à mal tous tes plans offensifs, c'est comme ça que tu forces ton opposant, donc Chelsea force l'opposant PSG à jouer de loin, à tirer de loin, voilà, même si la frappe est sympa, elle rentrait sûrement pas, mais Robert Sanchez la dévie dans tous les cas. Non, donc c'est fort ce qu'a mis en place Chelsea. J'aurais quand même bien aimé voir cette opposition face à un PSG vraiment en forme. En tout cas, pour les supporters de Chelsea, il y a des choses très intéressantes à mettre en avant. Je pense aussi que c'est quand même la volonté de Maresca, il faut quand même le mettre en avant. Il faisait de cette compétition une priorité. Il l'avait dit, je pense qu'il a raison. Peut-être que la Coupe du Monde des clubs va devenir encore plus importante que la Ligue des Champions. Pourquoi ? Parce que tu vas avoir toutes les équipes de la planète, censé être le gratin mondial, bon, même si tu vois l'Inter Miami et des clubs égyptiens et autres, des clubs qui, selon certaines sources, sont des niveaux de national en France. Je crois que c'était néo-zélandais, enfin, t'as un petit peu de tout. Tu vas devoir filtrer après pour avoir les plus grands, mais tu as une compétition qui n'arrive que tous les 4 ans, qui a ce satellite mondial, c'est dans le nom, tu gagnes la Coupe du Monde des clubs. Alors c'est certes des clubs, mais la Coupe du Monde, ça résonne dans tout le cœur des fans de foot et des footballeurs eux-mêmes. La notion aussi de l'avoir tous les 4 ans, je pense que ça va ajouter quelque chose, et ils étaient galvanisés. Je crois qu'il a dit à ses joueurs, les gars, si vous gagnez, vous prenez la première édition d'une compétition qui sera sans doute légendaire dans 50 ans. Et Chelsea aura coché la première édition, c'est quelque chose. Là où les joueurs parisiens devaient être galvanisés, mais un peu moins, parce que le sacre européen était un tel objectif que forcément c'est plus dur d'en espérer plus derrière. Quand je vous dis qu'ils sont parfaitement placés et ils ont compris les erreurs du Real Madrid, tu n'offres pas de solution. Et là, c'est une séquence qui est hyper intéressante pour montrer l'agressivité sur le porteur du ballon, exercée cette fois-ci par Cucurella. T'as pas de solution. T'as Hakimi qui tente un faux appel
pour offrir une solution à Désiré Doué. Le problème, c'est que Cucurella est très proche. Là, Vitinha, si tu veux lui donner le ballon, Caicedo, il va venir couper. Dembélé, il est derrière Colwill, donc tu pourras pas lui donner. Ce qui fait que t'as pas vraiment de solution et t'as le bon vieux Cucurella qui va venir presser jusqu'au bout et qui va venir récupérer le ballon. Et ouais, quand dans si peu d'espace, tu lâches pas ton ballon tout de suite, face à un bloc si compact, face à une densité que tu veux exercer mais qui marche pas, tu perds le ballon et tout de suite, bah forcément, quand tu veux jouer comme le Paris Saint-Germain, quand tu veux battre le PSG en système de l'arroseur arrosé, jouer comme lui, tu dois exploser en contre-attaque dès que tu récupères ton ballon, dès que tu vois qu'il y a des failles, parce que là, Marquinhos, si le ballon passe, il est sur ses appuis, il pourra pas les rattraper. Et donc ça offre tout de suite une situation à Liam Delap qui vient de rentrer, qui fait une sacrée rentrée d'ailleurs, et une frappe superbe, même si Beraldo suit un minimum la trajectoire, ce qui fera pas dans quelques minutes. Donnarumma doit s'employer pour la sortir, mais on n'est pas loin de la déculotter. 4-0, ça aurait fait mal, déjà que 3 ça pique. Mais je crois que le Chelsea a réalisé le parfait mélange entre prendre ce que Paris fait de bien et être capable de faire des choses en plus. Parce que la qualité du pied de Donnarumma, c'est pas celle de Robert Sanchez. On le voit encore. On arrive à la 80e minute. Il va envoyer un ballon mais délicieux comme seul Ederson pouvait le faire il y a quelques années. Dans la course de Liam Delap, elle est parfaitement donnée parce que Donnarumma peut pas sortir. Et on va voir que Beraldo, il a décidé de prendre des vacances. Le ballon va encore vite. Il décide de tacler. On sait que en général, en tant que défenseur, tu utilises le tacle qu'en cas de dernier recours, quand tu n'as plus le choix. Là, il se foire totalement. Il remet le ballon dans la course de Liam Delap, ce qui fait qu'il est éliminé. Et derrière, tu as un face-à-face, pas très bien négocié par Delap, mais qui va être sorti par Donnarumma, qui a eu un arrêt à faire et qui l'a fait. D'ailleurs, Beraldo a annoncé apparemment qu'il voulait partir, relayé par l'équipe. En tout cas, c'est une info, l'équipe. Bon, écoutez, je crois que le Paris Saint-Germain pourra continuer à exister sans Beraldo, qui apparemment veut plus de temps de jeu. Bon, il y fait un bon match contre le Real Madrid, mais là ce soir, je ne sais pas s'il a rassuré beaucoup d'équipes, en tout cas pas beaucoup de cadors européens à mon avis. Et tu termines ce match, oui, j'ai mis beaucoup moins d'images en deuxième mi-temps parce que tente dans un faux rythme, où bon, je crois qu'à partir de la 60-65e minute, les deux équipes avaient compris qui allait gagner, qui allait prendre cette Coupe du Monde des clubs, et tu dégoupilles. Et je crois que cette fin de match, elle est à l'image des 90 minutes, quand tu arrives à faire dégoupiller João Neves, qui semble être le joueur le plus calme et le plus posé de tous les Parisiens, c'est que tu as réussi ton coup. Quand tu regardes un petit peu l'effectif de Chelsea, t'as qui? T'as Cucurella, t'as Enzo Fernandez, sur le banc t'as Nicolas Jackson, t'as que des mecs qui ont le sang chaud et qui sont bons pour faire péter les plombs aux joueurs adverses. On l'a vu, même c'était ultra tendu tout au long du match. Bon, je sais qu'il fait chaud, mais quand même. On a vu Luis Enrique s'en prendre à João Pedro, qui l'avait déjà poussé au début. Faut quand même le remettre dans son contexte et pas croire les simples screens que vous voyez sur Instagram et compagnie. Mais c'était vraiment tendu et c'est bien joué de la part de Chelsea parce que t'as cette volonté-là quand t'es peut-être moins fort que ton opposant, de le mettre à mal en jouant sur d'autres tableaux. Si tu cours moins vite que quelqu'un, tu vas essayer, je sais pas, d'avoir des meilleures chaussures, ou tu vas essayer de miser sur quelque chose que l'autre ne pourra pas avoir. Et là, voilà, c'est un Enzo Fernandez, c'est un Reece James qui va faire ce petit coup à la Carvajal pour te sortir de ton match. Et là, pour terminer, donc à un de moins, 3e carton rouge dans cette Coupe du Monde des clubs, ça fait beaucoup. Écoutez, on a pu analyser ce match-là. Chelsea, j'ai pas envie de dire a donné une leçon, mais a su comment battre le PSG. Chapeau à Enzo Maresca, qui pour moi est venu ce soir avec des principes parfaits. On va jouer comme le Paris Saint-Germain, on va miser sur notre qualité technique pour jouer dans les petits espaces, pour faire mal, pour ensuite profiter d'une équipe qu'on sait pas à 100%, qui mentalement n'est pas autant galvanisée que la tienne. Donc bravo à Chelsea. Il faut quand même revenir un petit peu sur la saison du Paris Saint-Germain. J'ai vu beaucoup de gens dire que ça gâchait tout. Absolument pas. Nos Parisiens nous ont délivré une année exceptionnelle, la plus grande saison de l'histoire du Paris Saint-Germain. On existe depuis 1970.
55 ans de l'anniversaire des 55 ans, on n'a jamais vécu ça. J'ai que 20 ans, mais je crois que je peux parler au nom de tous les supporters du PSG. On a vibré, on a vécu des choses complètement dingues. Rappelez-vous un petit peu, quand on s'est pris une petite remontada par l'Atlético Madrid, l'état dans lequel on était. Si tu nous avais dit à ce moment-là qu'on allait prendre la Coupe de France, la Ligue 1, la Ligue des Champions, et qu'on allait perdre en finale de Coupe du Monde des clubs, on aurait tous signé. Simplement merci à nos joueurs et merci à Luis Enrique d'avoir insufflé les préceptes de base du football, le pressing, la débauche d'énergie constante, sans avoir de star. Et c'est là qu'Enrique a réussi, et c'est là que tu comprends pourquoi est-ce que Mbappé n'était pas la solution pour le Paris Saint-Germain, parce que quand ton meilleur joueur c'est Dembélé, et c'est lui ta plus grande star, c'est que tu n'as pas de star, c'est que tu as des égos qui sont censés être tous sur le même pied. C'est le piédestal parisien est le même pour tout le monde. Je crois qu'il n'y a aucun joueur au-dessus du club, ce qui n'était pas le cas depuis très longtemps maintenant. Depuis l'arrivée de Neymar et Mbappé, il y avait toujours un joueur qui était au-dessus du club, que ce soit dans l'image, dans le financement qu'il pouvait apporter, parce que Mbappé, c'était le salaire de 4 joueurs. Comment est-ce que tu veux dans un vestiaire qu'on donne la même importance à un Lucas Beraldo, à un Jorge Neves, si à côté de lui, t'as un mec que t'as ramené pour 180 millions qui prend 70, tu vois. C'est pas possible. T'avais besoin de trouver un groupe uni, dans le même but. On va presser fort, on va défendre, on va jouer en équipe, on va jouer soudé pour une ville. Et là, c'est simplement beau ce qu'ils ont réussi à faire. On parle encore, oui, j'ai pas peur de le dire, d'une des plus grandes équipes de l'histoire du football. Au XXIe siècle, je pense que facilement, on peut le faire rentrer dans un top 5. T'as le grand Barça, t'as le grand Real Madrid des années 2010, 2017 notamment. T'as de superbes équipes, mais ce PSG-là se hisse au niveau des plus grands d'Europe. Alors merci à Luis Enrique.